Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de foire aux questions. En fait, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans un post récemment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. En plus, je trouve des questions très intéressantes, mais bon, ça ne m'étonne pas, je connais mes abonnés, des gens de haute qualité. Mais avant de répondre aux questions, je vais vous montrer 2-3 petits trucs assez marrants liés à la chaîne, à mon activité. Et ensuite, évidemment, je passerai purement à vos questions. Mais on va commencer donc par 2-3 petits trucs assez drôles. Alors, ça n'a pas été posé dans les questions, on va dire, écrites. Mais la dernière fois que j'ai fait un live, c'était lors du tirage de la Ligue Europa. On m'a demandé si j'avais des propositions de sponsoring, de partnership, etc., etc. Alors, effectivement, vous avez constaté qu'il n'y a pas de sponsor sur la chaîne, mais bon, j'ai moins de 4000 abonnés, faut pas non plus s'enflammer. Je pense que on commence à attirer des annonceurs à partir de 10 000 minimum, donc j'en suis encore très loin. Mais malgré tout, j'ai des propositions. Et donc je vais vous les montrer, certaines sérieuses, d'autres beaucoup moins. Donc on va commencer par la plus ancienne, vous voyez, qui date d'octobre 2023. Donc c'est Vogt, qui est une boîte qui fait des ventes aux enchères de produits de sport, donc des goodies, des maillots, etc., etc. Alors vous prenez une commission sur les différentes ventes, mais évidemment il faut faire le guignol pour présenter les produits, et avec un code, vous avez une réduction, moi j'ai ma commission, donc évidemment je trouvais ça absolument ridicule. Donc je n'ai pas donné suite. Plus récemment, donc à partir de mai 2024, vous voyez que John Sport m'a contacté plusieurs fois pour me proposer une coopération. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que John Sport est un site internet qui vend des faux maillots de foot. Alors, il s'attaque aux petits youtubeurs comme moi, puisque j'ai vu sur YouTube qu'un certain nombre de youtubeurs avaient accepté de les prendre, d'être partenaires avec eux. Donc des maillots à 25 €, bon évidemment c'est de la camelote. En plus, à mon avis, vous n'êtes pas sûr d'être livré. Bon, c'est une boîte chinoise, hein, ça vous surprendra pas. Et donc, ils m'ont relancé plusieurs fois, et évidemment, je n'ai pas accepté. Je ne vais pas arnaquer mes abonnés, en donnant ma caution à des sites qui, à l'évidence, ne sont pas du tout sincères. Alors, Ecta Villegas, c'est un petit peu la même chose. Donc, eux, ils m'ont contacté, c'est pareil, c'est du chinois. YY, bon vous voyez les signes, pareil, c'est des sites chinois hein, qui fabriquent des maillots de contrefaçon et qui essayent d'attirer du client, même si pas loin de 4000 abonnés, c'est pas rien, mais imaginez ce que ça fait en vente hein, si vous conseillez ces sites. Donc évidemment, je ne l'ai pas fait, et donc plus récemment, Adeline Abraham, qui n'a pas un nom qui a l'air chinois, mais qui essaie aussi un site chinois. Donc voilà. Oui, j'ai des propositions de sponsorship. Alors, hormis Vogt, qui était un truc à peu près sérieux, mais bon, dont le principe ne m'intéressait pas, tous les autres, c'est des pimpins, des trucs de contrefaçon. Donc voilà, bon, je trouvais assez amusant de vous montrer cela. Alors évidemment, si des gens regardent la vidéo, sont des gens sérieux et veulent me sponsoriser, je vous dis tout de suite que je ne dirai pas non. Mais en tout cas, pour ceux qui se sont manifestés jusqu'à présent, c'était du grand n'importe quoi. Alors deuxième élément qui peut peut-être vous intéresser, eh bien c'est, on va dire, la composition des gens qui regardent la chaîne. Donc vous pouvez le voir que ici, donc c'est sur depuis le 1er janvier 2024, eh bien que la majorité évidemment des gens qui regardent la chaîne sont en France, pratiquement 80%. Et évidemment nos îles, hein, donc je passe le bonjour aux gens de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Le vrai pays étranger, le premier, c'est la Suisse. Derrière, on retrouve le Canada, le Sénégal, les États-Unis. Ça, c'est surtout des expatriés. Un petit peu en Belgique. Je suis étonné, j'aurais pensé plus en Belgique.
Et sinon, beaucoup de pays d'Afrique et d'Afrique du Nord, un peu au Brésil également. Et bizarrement, peu de pays européens, c'est assez étonnant. Vous voyez, très peu d'Allemagne, très peu de Royaume-Uni, d'Espagne, etc. Donc ça me surprend un peu, mais écoutez, c'est une réalité. Les villes, alors là, bon, évidemment, ça va énormément vous surprendre puisque je ne suis pas si populaire que ça du côté de Lyon. Alors bon, il y a Lyon et sa banlieue, bien entendu, comme Villeurbanne, des villes qui sont proches comme Grenoble. Il y a un petit peu de Marseille, du Bordeaux, bon, évidemment, Fort-de-France en Martinique, Strasbourg, pourquoi, je ne sais pas. Et vous voyez que la ville numéro 1, c'est Paris. Et oui, je suis populaire chez les Parisiens. Alors, pas forcément d'ailleurs des Parisiens, moi je ne suis pas parisien, mais j'habite en région parisienne, mais des gens qui sont fans de l'OL à Paris. Et des gens aussi qui ne sont pas fans de l'OL, figurez-vous, qui regardent la chaîne. Ça me surprend toujours, mais écoutez, c'est comme ça. Au niveau de l'âge des viewers, essentiellement des gens entre 25 et 54 ans. Alors bon, les 13-17, je pense que c'est pas facile de s'enregistrer quand on est mineur sur YouTube. Je ne sais pas, évidemment, ce n'est pas mon cas. Peu de 18-24 qui n'aiment pas tellement ce contenu, qui préfèrent sans doute des youtubeurs déjà qui montrent leur visage, qui font des miniatures un peu à la mode avec comme m'a dit une fois quelqu'un dans un commentaire, une tête de crétin à côté du titre de la vidéo. Et sinon aussi des seniors, plus de 65 ans. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les gens qui vont loin dans les vidéos, puisqu'on a la durée de vue moyenne. Donc il y a un tout petit peu de 13-17 ans, mais en moyenne 2 minutes, parce que vraiment ils n'aiment pas du tout le format. Donc comme ça ne leur plaît pas, ils se barrent assez vite, vous voyez, seulement 2 minutes en moyenne. Les 18-24 ans sont pas très patients non plus, 7.39 de durée moyenne, alors que sur les âges entre 25 et 54, on est au-delà des 9 minutes, presque 10 minutes même pour les 25-34 ans, donc ça c'est très cool. Ça veut dire que non seulement vous venez sur les vidéos, mais en plus vous les écoutez assez longuement pour voir un petit peu ce qu'on dit. Et bizarrement, à partir de 55 ans, la durée d'écoute baisse. Et après 65 ans, je ne sais pas, on doit s'endormir devant mes vidéos. Mais en tout cas, on redescend à moins de 7 minutes. Donc ça, c'est assez rigolo. Les genres, alors bon, ça vous surprendra pas beaucoup, mais vous voyez, je n'ai pas du tout la cote avec les femmes, puisque seulement 4,8% de ceux qui regardent sont des femmes, donc c'est très très peu. Et en plus, elles regardent moins longtemps. Vous voyez, seulement 7 minutes 46, alors que les hommes, c'est 9 minutes 14. Donc ça aussi, c'est assez rigolo à constater. Alors une stat qui, peut être un petit peu frustrante quand on est créateur de contenu, c'est que vous voyez que depuis le début de l'année 2024, donc à peu près 460 000 vues, et seulement 51% d'abonnés, ce qui veut dire que quasiment une personne sur deux qui regarde les vidéos n'est pas abonnée. Alors, vous remarquerez que dans les vidéos, je ne vous casse pas les pieds en permanence à dire likez la vidéo, abonnez-vous, etc. Je garde ça pour la fin de la vidéo, ce qui est sans doute une mauvaise tactique, mais enfin bon. Et je me rends compte que j'ai peut-être tort, puisque finalement, il y a beaucoup de gens qui ne s'abonnent pas, quand même presque 50%, donc vraiment, ça c'est un petit peu frustrant pour moi. Mais bon, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je constate quand même, c'est que les abonnés ont une durée moyenne d'écoute de 10 minutes 53, quasiment 11 minutes. Donc ceux qui sont abonnés et donc qui apprécient le contenu, ils regardent la vidéo pendant très 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 longtemps. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui peuvent se prévaloir d'une durée moyenne d'écoute de 10 minutes 53 chez leurs abonnés. Donc ça, évidemment, c'est très cool. Mais je m'adresse aux 49%. Faites un petit effort, ce serait quand même cool de réussir à obtenir 4000 abonnés. Avant la fin de l'année, on est à 4823, je crois, ou 4826, je ne sais plus exactement. Donc ça fait à peu près un petit peu moins de 120 pour atteindre les 4000. Donc ceux qui sont des abonnés de la chaîne et qui ne sont pas abonnés, faites un petit effort. Allez, après ces petites digressions, enfin quand je dis petites, je vois que je suis déjà à 10 minutes de vidéo. Quelle catastrophe, je n'arrive pas à faire court, faut vraiment pas m'en vouloir. Donc je vais passer purement aux questions que vous avez posées
dans l'onglet communauté. Alors je vais commencer par une question qui n'est pas une question et qui m'est posée par Crate Rider, hein, qui est vraiment un habitué, qui avait en plus fait l'effort de venir sur Twitch. Donc vraiment quelqu'un de qualité qui est présent quasiment, je pense, sur tous les lives. Donc ça fait très plaisir. Je te salue bien. Bah salut Teddy, aucune question pour cette FAQ, seulement un petit message de gratitude pour tes vidéos. Merci pour le bon boulot au quasi quotidien. C'est vrai que là cet été, ça n'a pas chômé, et en espérant pouvoir s'enflammer tous ensemble lors des lives. Alors les lives reviennent évidemment lors du prochain match. Déplacement à Lens. Donc merci à toi. On continue. Enocalypse qui demande si on a un nouveau directeur sportif, il aura comme objectif de dégraisser, sauf que si les joueurs ne veulent pas partir, il n'a aucune possibilité de les forcer. Qui voudrait venir dans une telle position? Quid des sanctions de la DNCG? Comment bien préparer le mercato de janvier? Est-ce que nous vivons la fin de la période d'or des transferts à prix fou? Ce serait plus un modèle sur les jeunes joueurs ou fin de contrat. Alors, oui, je suis absolument d'accord. La manière dont sont traités, on va dire, les cadres intermédiaires que sont les directeurs sportifs à l'OL ne fait pas tellement envie. Le fait d'avoir une tutelle de Gerlinger, qui est le directeur sportif du groupe Eagle, et de John Textor lui-même, évidemment, fait que vous n'avez pas tellement les mains libres. Donc, si on a un directeur sportif, il faudra que ce soit quelqu'un qui rentre dans le moule, et à mon avis, c'est très très compliqué. Les sanctions de la DNCG, comme je l'ai dit, alors je vais faire un petit peu de mauvaise langue, mais après je suis pas forcément en dehors de la réalité, mais finalement, virer David Friot juste après la fin du mercato, puisqu'il est viré après le recrutement de Jordan Verretou, c'est peut-être aussi rejeter la faute sur lui aux yeux de la DNCG. En gros, en disant nous avons donné une mission à notre directeur sportif de vendre pour 100 millions, il n'a pas réussi cette mission. D'ailleurs, vous voyez bien, on l'a viré, mais on vous promet qu'au mois de janvier et au mois de juin, nous ferons le nécessaire pour atteindre les 100 millions. Donc, je pense aussi que le limogeage de Friot est aussi un message envoyé à la DNCG. Alors, les sanctions, évidemment, on pourrait très bien avoir une interdiction de recrutement au mois de janvier, un encadrement de la masse salariale qui, vous le savez, est déjà absolument colossale. C'est une négociation. Là, il faut savoir que la DNCG a des règles, mais que c'est pas un organisme qui est totalement fermé d'esprit, j'entends. Et donc, si vous allez les voir au mois de fin novembre, vous n'avez pas rempli votre objectif de vente, et que vous dites on va tout faire pour au mois de janvier faire des ventes. Alors, je pense qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de partir au mois de janvier. Il y a évidemment Saïd Benrahma, je pense que sa position à l'Olympique Lyonnais est très compliquée. Peut-être d'autres qu'on n'a pas réussi à faire cet hiver. Un Anthony Lopez par exemple, est-ce que après ne pas avoir joué du tout jusqu'au mois de janvier, il acceptera pas de partir, on va dire avec une petite indemnité dans un autre club? Lovren, je pense qu'on va lui racheter son contrat. Bref. Pour les ventes, ça va être compliqué. Il va falloir, évidemment, taper sur des joueurs qu'on n'avait pas forcément envie de vendre. Je pense que le jeune Diawara, vous le savez, on avait une proposition pour lui qui a été refusée. Est-ce que ce sera le cas aussi au mois de janvier? Je n'en suis pas sûr du tout. Cacré, voilà, il va falloir qu'il fasse un début de saison de fou pour pouvoir trouver une porte de sortie au mois de janvier. Idem pour Ryan Cherki. Donc, c'est très compliqué. On a beaucoup tapé sur David Friot, notamment sur les sorties. Je pense que les sorties, elles étaient compliquées, comme je l'ai déjà expliqué. La fameuse théorie sur les joueurs moyens, qui à l'Olympique Lyonnais sont beaucoup trop payés. Donc les clubs moyens qui sont susceptibles de les accueillir n'ont pas les finances pour le faire, ne veulent pas donner ces salaires-là, ne veulent pas payer les transferts. Et en plus, les joueurs concernés n'ont pas spécialement envie d'aller dans ces clubs-là. Vous savez, pour un Maxence Cacré, aller à Fulham, ça n'a aucun intérêt. Le mec, il est super bien payé à l'Olympique Lyonnais, il va faire la Coupe d'Europe, il est avec sa famille, etc., etc. Il a encore 2-3 ans de contrat. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il aille s'emmerder à Fulham? Faut comprendre que sortir ces mecs-là, ce n'était pas si facile. Là où Friot n'a pas été bon du tout, c'est que il a affirmé que Maxence Cacré allait partir
je dirais parce que d'autres clubs allaient se rendre compte qu'ils avaient des besoins au milieu de terrain. Il a garanti que Ryan Cherki, il était déjà parti. D'ailleurs, Pierre Sage avait dit Ryan Cherki n'est plus est dans le love tout simplement parce que comme il va partir, ça sert à rien de le mettre à l'entraînement. Donc bref, tout cela a été très très mal géré. Donc, sanction de la DNCG, c'est possible, ça dépend. Il faudra faire une vente très rapidement. Est-ce qu'on va pas aussi repartir à l'assaut pour Nuama, tout simplement? S'il fait un gros début de saison et que un club, on va dire d'un meilleur standing que Fulham ou Everton vient pour Nuama, eh bien peut-être que le joueur, ça l'intéressera de partir. Et pour l'Olympique Lyonnais, de récupérer un petit chèque de 30 millions, ça c'est tout à fait possible. Alors comment préparer le mercato de janvier? Alors moi je pense qu'il va pas se passer grand-chose au mercato de janvier. Vous savez que Thiago Almada et Luis Enrique devraient intégrer notre effectif. J'en reparlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a une question sur le sujet. Donc je pense qu'au mercato de janvier, il y aura surtout des départs. Est-ce que nous vivons la fin des transferts à prix d'or, enfin à prix fou? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on se qualifie pour la Ligue des Champions, ça fait beaucoup de rentrées d'argent. Après, ça dépend ce qu'on appelle aussi prix fou. Hein. Par exemple, un Fofana à 22 millions, c'est un bon prix. Un Niakate à 32 millions, c'est pas un bon prix. Ou même un Benrahma à 20 millions, pour moi, c'est pas un bon prix. Donc, c'est un aspect qui est relatif. Je pense en tout cas qu'on ne dépensera plus des 30 millions sur des joueurs, même si je me pose la question, hein, rappelez-vous, Minté, on était prêt à mettre 40, enfin bon. Est-ce que ça, c'était une lubie de Frio, une lubie de Textor? C'est un petit peu délicat parce qu'on ne sait pas vraiment qui prend les décisions dans le club. Alors, serait-ce plus un modèle sur des jeunes joueurs ou des fins de contrat? Les fins de contrat, je dirais, c'est par obligation. Les jeunes, oui, c'est une stratégie, hein, puisque évidemment, des jeunes joueurs que vous allez montrer sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, évidemment, la valeur va monter. Donc oui, une stratégie sur les jeunes joueurs, indéniablement. Alors, Florian G, quelle est la place aujourd'hui de la formation à l'OL? Structure, budget, ambition. Les nouveaux propriétaires tiennent-ils à ce que la formation fasse encore partie de l'ADN de l'OL? Alors oui, tout à fait. Pour une raison simple, c'est que former des joueurs, ça coûte pas très cher, mais ça peut rapporter gros. Regardez Barcola parti pour 45, Lukeba parti pour 30, Malo Gusto parti pour 30. Donc sur 3 joueurs qui ne vous ont pas coûté grand-chose, vous faites quasiment, enfin même plus de 100 millions de plus-value. Donc évidemment, je crois que ce serait une folie de ne pas continuer sur l'académie. Sur la structure et le budget, dans les comptes qui sont publiés par l'Olympique Lyonnais, on nous donne quelques petites clés. Donc vous le voyez, c'est ce qui a été publié pour l'année 2022-2023. Donc la salle n'était pas encore tout à fait terminée, mais vous voyez qu'elle était évaluée à plus de 100 millions d'euros. Le stade, lui, est évalué à 300 millions d'euros. Le centre d'entraînement à 16, mais le centre de formation, vous voyez, c'est seulement 8 millions. Donc 8 millions, un investissement qui peut vous rapporter énormément. Donc le club serait totalement à la ramasse s'il ne mettait pas l'accent sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Brésil, l'OL vient d'arrêter son partenariat avec l'académie Pelé, ce qui peut se comprendre aussi, hein, puisque maintenant John Textor est propriétaire de Botafogo, donc il va plutôt investir dans le centre de formation de Botafogo, essayer d'aller rechercher les pépites d'Amérique du Sud. Pour le moment, on n'en voit pas beaucoup, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart des joueurs qui ont été recrutés, c'est des joueurs qui étaient déjà référencés, comme Luis Enrique ou Thiago Almada. Donc on va voir, pour le moment, on voit pas grand-chose venir d'intéressant du côté de Botafogo chez les jeunes joueurs. Hein. On parlait de Matheus Nascimento, mais il a totalement disparu de la circulation, il a été blessé. Je ne sais pas ce qu'il devient, pour tout vous dire. Mais en tout cas, voilà, la formation reste un élément moteur de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, pour en revenir à David Friot, on l'avait interrogé sur cette fameuse ADN OL, et il nous disait, ah bah quand même, il y a Mamadou Sarr, boum, Mamadou Sarr vendu, ah ben quand même, il y a Molébé, alors Molébé jouera quasiment jamais avec les pros, et il nous a dit, ah et puis il y a Koumbedi, alors tiens, j'apprends que Koumbedi était formé à l'OL, donc bon, bref. Petite pierre dans le jardin de David Friot. Alors on continue avec vos questions.
Virtual2134 me demande: bonjour Teddy, depuis quelle saison supportes-tu le club? Et depuis, quel a été ton défenseur, ton milieu, ton attaquant préféré? Merci pour ton boulot, c'est toujours un plaisir de suivre ta chaîne. Alors depuis quand? Eh ben depuis 1999, donc depuis 25 ans. Et je vais expliquer pourquoi. En effet, à la base, je n'ai aucune connexion avec Lyon. Je n'ai jamais habité à Lyon. Mais dans les années 90, j'étais un très 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 grand fan de Sonny Anderson, figurez-vous. Je pense que c'est un bon choix que d'être fan de Sonny Anderson. Et donc à cette époque-là, on ne voyait pas tellement les championnats étrangers, et donc je l'avais découvert avec l'AS Monaco. Et je l'avais trouvé absolument exceptionnel. Vous le savez, ensuite il est parti au Barça où il ne jouait pas, ou pas beaucoup. Et ensuite, il a été recruté par l'Olympique Lyonnais. Et pour tout vous dire, j'étais vraiment très très heureux qu'il revienne dans le championnat de France. Et donc l'OL, et puis évidemment, ça a coïncidé avec le début de la domination de l'Olympique Lyonnais en France, avec en plus un style de jeu extraordinaire, 7 titres consécutifs. Enfin bon, c'est pas à vous que je vais raconter tout ça, mais en tout cas voilà, c'est vraiment à partir de 99, quand Sonny Anderson est arrivé, je suis tombé amoureux de l'Olympique Lyonnais et je le suis resté depuis. Donc j'ai connu évidemment. Alors j'ai pas connu la Ligue 2, j'ai pas connu, on va dire les premières années en Ligue 1, mais voilà, depuis 99, donc j'ai connu toutes les belles épopées, toute la période aussi difficile d'investissement dans le stade et l'émergence de l'académie, des Tolisso, des Lacazette, Lopez, Nabil Fekir et compagnie, et évidemment depuis quelques années les difficultés et l'arrivée de mon grand ami John Textor. Alors mon défenseur favori, je dirais pas que c'est un défenseur, c'est une paire de défenseurs, c'est Claudio Cassapa évidemment, et le policier, Chris. Tout simplement parce que ça a été eux la base de notre défense centrale pendant les grandes années, donc forcément j'ai un grand respect pour eux. Milieu de terrain incontournable, Juninho, vraiment... Juninho qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds. Enfin, pour ma part, je ne le connaissais pas du tout avant qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, c'est ici qu'il s'est éclaté et qui nous a vraiment fait très très plaisir. Bon, de toute façon, à cette époque-là, on avait une équipe de dingue. Au niveau offensif, aussi Bruno Guimaraes. Voilà, Bruno Guimaraes, malheureusement, il n'est pas resté très longtemps. Justement, ça me permet aussi de dire que pour ceux qui estiment que en tant que supporter, on ne doit pas s'intéresser aux finances du club, que ça sert à rien, que c'est pas de notre sort et tout ça, si on ne comprend pas les finances du club, on ne comprend pas pourquoi Bruno Guimaraes est parti. Il est parti tout simplement en janvier 2022, tout simplement parce qu'on était dans une période où Peter Bosz était le coach. On est 13e à la mi-saison. Jean-Michel Aulas sait qu'à la fin de saison, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, donc une baisse importante de revenus. Et donc, Bruno Guimaraes, Newcastle se mettent d'accord, 50 millions de transferts. Si vous ne faites pas la Ligue des Champions, il vous manque 100 millions dans les caisses. Et donc, dans un premier temps, vous faites Bruno Guimaraes, et l'été suivant, vous faites Paqueta. Donc si on ne comprend pas l'économie de notre club, on ne comprend pas ces transferts. Les joueurs s'y retrouvent parce qu'ils ont multiplié leur salaire par 3, 4, 5. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix. Ce n'est pas pour punir les supporters, c'est tout simplement que si vous ne le faites pas, votre budget, il ne passe pas. Donc je voulais quand même mentionner Bruno Guimaraes. Évidemment, il est moins emblématique que Juninho, c'est une évidence. Mais en tout cas, j'ai adoré ce joueur qui en plus a parlé français très très rapidement. Donc vraiment un type extraordinaire. Malheureusement devenu hors de notre portée. Au niveau des attaquants, sans problème. Lisandro, alors Lisandro, il n'a pas vraiment connu la grande époque Olympique Lyonnais. Il gagne, je crois, un titre avec l'OL. Mais je trouve que c'est vraiment un joueur d'une classe extraordinaire. Et vraiment, j'étais en admiration devant ce joueur, sa facilité devant le but, son efficacité. Alors évidemment, j'adore Lacazette, c'est une évidence, mais pour moi, Lisandro, c'est vraiment un top joueur. Pas forcément le meilleur, en tout cas un de ceux que j'ai préférés.
Alors puisqu'on parle de Sony, une photo a été publiée ce matin par le compte Twitter de Gunback, et une photo de Sony avec un petit gamin qui s'appelle Antoine Griezmann et qui porte le survêtement de l'Olympique Lyonnais. Imaginez si Antoine avait fait sa carrière à l'OL, ça aurait quand même été exceptionnel. Malheureusement, non retenu au centre de formation parce que trop petit, parce que trop chétif. Il s'est éclaté évidemment à la Real Sociedad puis à l'Atlético. Il a fait une carrière magnifique, y compris en équipe de France avec un titre de champion du monde en 2018. Donc bravo à Antoine Griezmann pour sa magnifique carrière. On continue avec Onkeep qui demande, dans l'exemple de Manchester United, ne serait-il pas nécessaire de faire un audit structurel à l'OL? Quelle est la place de la formation dans la stratégie? Donc là, j'ai déjà expliqué. En plus, et plus important, comment éviter de recréer un clan lyonnais trop influent? Disons qu'il y a une grande différence, je trouve, par rapport aux joueurs qui sortaient de l'Olympique Lyonnais il y a 10 ans et les joueurs d'aujourd'hui. C'est que comme on était dans une période où on ne pouvait pas donner de très très gros salaires, les Lacazette, les Tolisso, etc., pour eux, partir à l'étranger, c'était augmenter de manière très très sensible les salaires. Aujourd'hui, comme on donne des salaires de fou à nos jeunes joueurs, donc notamment Cacré et Cherki, évidemment, ils voient pas tellement l'intérêt de partir. Pour Tolisso et Lacazette, qui avaient déjà donné beaucoup à l'Olympique Lyonnais, c'était vraiment une progression dans leur carrière que de partir au Bayern ou à Arsenal. Et aussi une bonne affaire financière. Aujourd'hui, on donne des salaires beaucoup trop gros à des jeunes joueurs, donc ils ne veulent plus partir. Pour ce qui est de l'audit, je pense que ça doit être fait, enfin en tout cas j'espère. Ça me paraît être une nécessité, surtout quand on voit les frais de fonctionnement qu'a le club. Donc je pense qu'il faut le faire, oui. J'espère que c'est fait, en tout cas ça me paraît logique. Quand vous rachetez une entreprise de la dimension de l'Olympique Lyonnais, de faire un audit, et notamment pour voir si on peut pas mieux utiliser les ressources. Delta Japon me pose 3 questions. La première, est-ce que tu te portes bien? Totalement, aucun souci. Certains m'ont dit, mais t'avais dit que t'allais faire une pause et tu t'es pas arrêté. Si, je me suis arrêté 2 jours, et croyez-moi, pour moi c'est une pause. Quand vous faites une chaîne d'actualité sur l'Olympique Lyonnais, il faut, répondre à la promesse, et tant qu'il y a de l'info, il faut être présent. En tout cas, c'est ma conception. Donc j'ai pris 2 jours la semaine dernière, et la trêve internationale fait que je peux, on va dire, me reposer dans le sens où les vidéos que je fais demandent moins de recherche qu'en période de mercato. Donc pour moi, c'est vraiment plus par plaisir que par nécessité de coller à l'actualité. Deuxième question, as-tu répondu à la première question? Oui. Plus sérieusement, est-ce que tu penses que Pierre Sage pourrait être viré s'il y a une défaite au prochain match, et donc qui verrais-tu comme son principal remplaçant? Alors est-ce que je pense que Pierre Sage pourrait être viré? Non. Je pense que il aura jusque au moins la prochaine trêve internationale, tout simplement parce que finalement il se retrouve seulement maintenant avec l'effectif tel qu'il doit être. Il a récupéré un Lacazette qui avait quand même dû encaisser les Jeux Olympiques, donc qui n'était pas forcément au top. Donc là, la trêve internationale, je pense, fait qu'on va repartir de zéro. Faut pas aussi ignorer le fait qu'on a beaucoup d'internationaux. Donc c'est pas non plus facile de faire des mises en place quand les joueurs ne sont pas là, c'est une évidence. Donc je pense qu'il lui faudra un petit peu de temps. Après, on connaît John Textor, qui prend des décisions parfois un peu rapides. Donc je ne peux pas l'exclure. Est-ce que je pense qu'il va être viré si on perd à Lens? Non. Par contre, si on perd Lens et Marseille, c'est pas dingue. Moi, personnellement, je m'arrêterai au fond de ce qu'on voit sur le terrain. Et moi, je trouve que ce qu'on a vu contre Strasbourg, c'était en net progrès par rapport à ce qu'on a vu sur les matchs précédents. Mais si on retrouve dans les prochains matchs des matchs comme celui de Monaco, là, c'est que visiblement, le discours ne passe pas. Donc s'il devait être remplacé, par quel entraîneur je le remplacerais? Alors le marché des entraîneurs libres, il est pas très fourni. La plupart, surtout à cette période de la saison, la plupart des entraîneurs de qualité sont en poste.
Et je pense que ceux qui ne sont pas en poste sont hors de notre portée. Je pense par exemple à un Thomas Tuchel ou à un Zinedine Zidane, évidemment. Donc franchement, je n'en ai aucune idée. La seule chose qui m'inquiète, c'est que Bruno Lage est libre. Donc j'espère que John Textor n'irait pas chercher Bruno Lage. Troisième question, quel serait le joueur actuellement libre idéal pour notre club? Alors il y a quelques jours avant Verretou, j'aurais dit Mario Hermoso, donc qui était libre après sa fin de contrat à l'Atlético. Il vient d'être signé par la Roma, donc il n'est plus sur le marché. Je crois que André Gomes, lui, va signer avec Lille, donc lui n'est pas disponible. Moi, alors bon, évidemment, on n'aura jamais les moyens de payer son salaire, mais moi j'irais sur Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, pour moi, c'est top niveau, vraiment. Bon, après, je ne suis pas fou. Je pense que au niveau du salaire, ce n'est pas possible. Memphis Depay, donc lui devrait partir au Brésil, au Corinthians. Yazici a quelques pistes actuellement, mais bon, je pense que maintenant on a ce qu'il faut au milieu, notamment aussi parce que je me projette sur l'arrivée de Thiago Almada. Martial a des touches, mais bon, je pense pas que ce soit sur le secteur offensif. Après, en défense, quand je regarde les joueurs qui sont encore disponibles, honnêtement, je ne vois rien de très intéressant, mais moi je serais allé chercher Mario Hermoso. Et là, si on avait des sous, évidemment, Adrien Rabiot. Alors, G. Overen me demande, selon toi, est-ce que le départ de Friot renforce ou affaiblit la position de Pierre Sage au club? Alors, je pense qu'il la renforce, que ce départ renforce Pierre Sage, tout simplement parce que Friot, comme je l'ai déjà souvent dit, sa première décision, ça devait être de nommer le coach, puisque Pierre Sage était présenté comme un intérim, donc d'une certaine manière, on va dire, dans sa lettre de mission a rapidement été écartée, donc lui il signe pour une autre chose et on lui donne autre chose. Donc voilà, je pense que c'est du positif pour Pierre Sage, mais tant que Pierre Sage il a des résultats, c'était pas vraiment Friot qui allait le gêner, celui qui va décider de l'avenir de Pierre Sage, c'est John Textor, donc ce sera au vu des résultats, mais comme Pierre Sage a été nommé par John Textor, ce serait un aveu d'échec pour John Textor, d'une part de virer le directeur sportif qu'il a choisi, c'est-à-dire Friot, et dans la foulée, de virer le coach qu'il a choisi. Donc vraiment, d'une certaine manière, il s'auto-flagellerait en disant « je me suis planté sur mon directeur sportif et sur mon coach », sachant quand même que c'est déjà le 4e coach depuis que John Textor a pris les clés du club. On continue avec Gilles Rosé. Te poser une question est difficile. La question que je me pose est, faut-il continuer à être supporter d'un club? Les joueurs sont devenus des actifs, les supporters un potentiel marché avec la billetterie, les maillots et les abonnements TV. Pour suivre Lyon entre Canal et la Ligue 1, il faut 60 € par mois, c'est complètement dingue. Je préfère écouter tes directs. Très bon choix. Il y a longtemps que je ne crois plus en ce club qui est devenu un moyen de blanchiment d'argent. Alors bon, ça je pense que c'est un petit peu excessif. Comment expliquer que des investisseurs arrivent dans un club endetté qui ne verse pas de dividendes? Alors, ça c'est une très 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 bonne question. En fait, beaucoup d'investisseurs, ce qu'ils font, ils font des emprunts, ce qu'on appelle des LBO, c'est-à-dire en gros, ils font des emprunts et ils espèrent rembourser ces emprunts, non pas avec leur propre argent, évidemment, mais avec les dividendes des clubs. Or, l'Olympique Lyonnais est systématiquement déficitaire, donc il n'y a aucun dividende. D'ailleurs, depuis 20 ans que le club est en bourse, il n'a jamais versé 1 € de dividende. Alors, pourquoi des clubs les investisseurs viennent dans des clubs endettés? Tout simplement, c'est moins cher. Oui. Un club qui ne va pas être endetté, qui va produire de l'argent, va coûter beaucoup plus cher qu'un club qui est endetté parce que déjà, faut rembourser les dettes. Donc, ma question après ce long préambule est comment Textor imagine d'après toi récupérer son investissement dans le club? Bravo à toi pour ton travail, l'éclairage financier que tu nous proposes. Comment t'aider en dehors de PayPal que je refuse d'utiliser? Alors, comme on peut toujours utiliser évidemment la touche merci sur les vidéos ou alors faire des dons pendant les lives, mais comme je l'ai souvent dit, YouTube prend une commission très 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 élevée, je ne sais pas exactement combien parce que
il y a une grosse opacité dans ce que fait YouTube, mais c'est au moins 30% ou 40%. Donc si tu refuses d'utiliser PayPal, eh ben écoute, tu regardes les publicités, tout simplement. Je ne fais pas d'appel aux dents d'ailleurs. Je n'ai jamais lancé de souscription à la chaîne, tout simplement parce que quand vous lancez une souscription, donc une souscription fait que vous payez un abonnement mensuel, mais il faut offrir une contrepartie. Et donc, comme je ne veux pas faire de différence entre les différents abonnés, ceux qui payent la souscription et ceux qui ne la payent pas, eh bien, je ne propose pas du tout de souscription. C'est pas un jugement de valeur hein, par rapport aux autres chaînes qui le font, hein, mais tout simplement une ligne de conduite que je me suis donnée. Alors, comment Textor va récupérer son investissement? Ben, avec de la patience, parce que mine de rien, certes, l'Olympique Lyonnais, il l'a payé 800 millions, mais une fois que les dettes seront remboursées, ben, l'Olympique Lyonnais peut faire beaucoup d'argent. Hein. Après, il faut bien utiliser l'argent qui est récupéré, donc ça, c'est de la gestion au quotidien. Mais une fois que vous avez payé toutes les dettes qu'il y a, bah déjà, le club vaudra peut-être 1 milliard hein, avec l'inflation, si on se qualifie régulièrement pour la Ligue des Champions, etc. Le club prend beaucoup de valeur. Le stade est payé. Malheureusement, on a vendu l'Arena. Bon, ça, à mon avis, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue, parce qu'on va voir que finalement les events, ça rapporte énormément. Donc voilà, être patient et rembourser les emprunts qu'il y a. Une fois que vous avez remboursé les emprunts, ça vous appartient. C'est comme quand on achète sa maison. C'est toujours pareil. On donne beaucoup pour rembourser l'emprunt, mais une fois que vous avez remboursé l'emprunt, vous avez quelque chose au bout. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il qu'il espère récupérer son investissement. Après, il faut pas se le cacher, les amis. Vous avez des gens qui sont toujours persuadés d'être beaucoup plus malins que tout le monde. Faut savoir que quasiment personne ne fait d'argent dans le foot, hormis les joueurs et les agents. Ou alors, évidemment, comme Jean-Michel Aulas, vous prenez un club, on va dire, au bas de l'échelle, si on peut dire, et vous le montez en haut, vous revendez vos parts, là vous faites beaucoup d'argent. Mais globalement, on ne fait pas d'argent dans le foot, mais vous avez toujours des gens qui sont intimement persuadés d'être plus malins que tout le monde et d'y arriver, donc je pense que Textor fait partie de cette catégorie. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Est-ce qu'il va se casser les dents? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est sa démarche. Voilà, moi je suis plus malin que tout le monde, donc je vais faire de l'argent avec un club de Ligue 1. Or, je pense que personne ne fait de l'argent, et surtout pas en Ligue 1. Bref, donc je pense que c'est sa démarche. On continue avec Relka. Est-il judicieux de remplacer Friot, sachant que la politique sportive est définie à l'échelle d'Eagle Group, et que l'existence d'un DS propre à l'OL semble créer la confusion dans la politique de recrutement entre Textor, Gerlinger d'une part, Friot, Louis-Jean de l'autre, puisque, quoi qu'on en pense, le sort d'OL est désormais à celui de Botafogo, de Molenbeek, et d'ici quelques temps, Everton ne serait pas plus efficace d'avoir une politique sportive intégrée à l'échelle d'Eagle. Devrait-on, d'après toi, créer un poste de directeur sportif, alors, pour tout le groupe? Alors, Gerlinger, justement, est ce directeur sportif. Après, bon, je dois le dire, moi j'ai du mal à imaginer l'Olympique Lyonnais comme membre d'un groupe. Alors c'est peut-être le cas, c'est sans doute considéré ça comme ça par Eagle et par John Textor, mais moi je ne me sens pas faire partie d'un groupe. Donc moi je préfère avoir un DS propre à l'OL, mais j'avoue que la tâche est difficile parce que vous faites partie d'un groupe de manière effective. Moi je ne me sens aucun lien avec Botafogo, aucun avec Molenbeek et encore moins avec Everton. Donc, et je pense d'ailleurs que ces clubs-là sont dans la même situation, parce que finalement, Textor décrit ça comme une grande famille, alors qu'en fait, on est tous en rivalité. Molenbeek qui récupère les rebuts des autres clubs. Botafogo profite de l'argent de l'Olympique Lyonnais pour recruter des joueurs. Au final, c'est nous qui payons tous ces joueurs-là. En plus, on leur envoie des joueurs gratuitement, comme Adrielson, comme Jeffinho, comme Mohamed El Arouche. Et il profite actuellement d'Almada et de Luis Enrique, et on sait très bien que c'est l'Olympique Lyonnais qui au final va payer ses joueurs. Donc eux, ce sont les véritables gagnants du multiclub. Nous, pour le moment, je vois pas trop en quoi ça nous permet de progresser. Les dettes sont toujours abyssales. Le classement, on est toujours entre la 6 et la 8e place, comme depuis toutes les années précédentes. Donc bon, pour le moment, les investissements qui ont été faits à l'Olympique Lyonnais, c'est simplement l'argent de la vente d'actifs de l'OL.
Finalement, de l'extérieur, il y a quasiment rien qui arrive. On pouvait dire la saison passée, ah mais quand même Nuama, c'est grâce à Eagle qu'il est à l'OL. Bah oui, mais vous voyez, Eagle, ils ont récupéré leurs 28 millions et Nuama, c'est nous qui l'avons acheté. Donc pour le moment, on ne profite de rien de spécial de la part d'Eagle. Donc bon, moi j'attends. On va voir comment ça va s'organiser avec Everton. Chris Hazen, hello l'ami, bravo pour ton travail toujours clair et méticuleux. À ton avis, va-t-on arriver à sortir notre épingle du jeu en Europa League ? Alors pour répondre à cette question, il faut regarder quels sont nos concurrents, parce que finalement, le fait d'augmenter le nombre d'équipes en Ligue des Champions, aussi en Europa League d'ailleurs, bah fait que les très 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 gros clubs, ils sont pas en Europa League. Donc finalement, en Europa League, il y a des clubs intermédiaires de qualité, pas des top clubs, mais des bons clubs. Donc si on regarde un petit peu contre qui on va devoir batailler, alors il y a des grands noms, comme Tottenham, comme Manchester United, comme la Roma. Après, derrière, c'est pas dingue. L'Ajax, c'est plus ce que c'était. Anderlecht. Les clubs espagnols, les clubs portugais, on va dire de deuxième chapeau, si on peut dire. Les clubs turcs. Pareil, les clubs allemands de deuxième chapeau. Club hongrois, Offenheim, vous voyez, bon, c'est Allemagne, mais c'est pas non plus la folie. Des clubs suédois, etc. Enfin bon, je veux dire, il n'y a pas des monstres. Hein. Vous n'avez pas, comme on a pu l'avoir il y a quelques temps, des Liverpool ou des Atlético Madrid. Et en plus, il n'y a pas de reversement des troisièmes de poule de Ligue des Champions vers l'Europa League. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais bon, en même temps, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont d'un niveau relativement équivalent. On peut sortir notre épingle du jeu, mais on peut se faire sortir par une Lazio, on peut se faire sortir par Manchester United, peut-être par la Roma, etc. Donc je pense qu'on peut être ambitieux parce que pour moi, il n'y a pas de club intouchable, mais je trouve que le niveau est extrêmement serré. Donc ça rend la compétition très intéressante parce que rien n'est gagné, rien n'est perdu. Et en plus, le système de compétition fait que vous pouvez finir 24e et quand même aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est quand même... ça laisse des perspectives. Donc je pense qu'on peut faire effectivement un parcours, mais que... voilà, c'est très dense. Donc oui, je pense qu'on peut faire un parcours, effectivement. Alors, Clem me demande ton joueur préféré à l'OL actuel. Je crois que chacun le sait, hein, c'est Malik Fofana, sans aucun problème. Et de tout temps, même si c'est peut-être pas le joueur le plus emblématique de l'OL, c'est Sonny Anderson. Sans aucun problème, même si c'est vrai, c'est pas le joueur le plus emblématique de l'OL, ça j'en suis conscient. Mais c'est lui qui m'a amené vers ce club, donc pour moi, il a en plus cette supériorité par rapport aux autres. Guillon, je sais pas exactement comment on dit, mais bon, en tout cas, il se reconnaîtra. Il fait partie d'ailleurs souvent des donateurs, donc je lui passe le bonjour et je le remercie. Le départ de Frio éloigne-t-il définitivement Sampaoli du club ? Non, je ne pense pas. Il fait partie des joueurs libres et je pense que John Textor voudra un nom, donc Sampaoli fait partie des possibilités, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que le départ de Frio change la donne. Avec ce jeu de transfert de courte durée, ne va-t-on pas vers une désaffection des fans ? Comment s'identifier une équipe ou soutenir des joueurs qui ne sont que de passage ? Les fans se montreront-ils aussi patients, exemplaires que la saison passée si les résultats ne sont pas à la hauteur ? De même, ces joueurs vont-ils tout donner quand ils savent qu'ils ne sont que des pions dans un projet tout sauf sportif ? Vive Nuama. Alors, je pense que c'est une question essentielle et une très très bonne question parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose que je ressens. Malgré tout, quoi qu'on en pense, quelles que soient les critiques qu'on peut leur adresser, les joueurs sont des êtres humains et malgré tout, on a besoin de s'identifier à notre équipe, à nos joueurs. C'est vrai qu'on soutient l'Olympique Lyonnais, mais bon, les joueurs sont une partie évidemment importante de l'Olympique Lyonnais. Et je pense qu'effectivement, le fait de se dire d'emblée avec le trading, que dès qu'un joueur finalement va être bon, on sait qu'il va être vendu. Ça peut être un problème. Alors bon, si pendant leur passage, effectivement, ils donnent tout et ils nous permettent de gagner des trucs, ça, bon, je pense que ça peut passer. Mais effectivement,
S'ils sont bons qui partent et que les résultats restent stagnants, je pense qu'il y aura une désaffection. Je vois pas comment ça pourrait être autrement, mais effectivement, c'est un très bon point que tu soulèves. Alors Moussa, fidèle parmi les fidèles, salut, ça va pour toi, quelles sont les raisons pour lesquelles le club a mis à pied Friot? Est-ce que pour toi c'est le seul fautif? Alors j'ai fait 2 vidéos sur Friot, je pense avoir répondu. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a peut-être aussi la volonté de montrer à la DNCG que c'est pas notre faute, c'est le directeur sportif qui a pas fait son boulot. Il avait le mandat pour vendre pour 100 millions, ne l'a pas fait, alors qu'on a des joueurs qui auraient pu permettre de vendre pour 100 millions. Est-ce que c'est le seul fautif? Non. Parce que certains me disent, bah oui, mais Friot, il a été joueur à Nottingham Forest, tout comme Mathieu Louis-Jean, nanani, nanana. Et comme j'ai déjà dit, Friot n'a pas le pouvoir de signer des chèques de 30 millions. Il n'a pas ce pouvoir-là. Donc, et encore même aurait-il ce pouvoir-là, je dirais que c'est une faute des dirigeants. Moi, si je suis dirigeant de l'Olympique Lyonnais, jamais je ne donne une délégation de signature à David Friot de 30 millions et d'ailleurs à qui que ce soit d'autre. Donc je pense que les transferts de ce niveau-là, eh bien, ils sont validés ou non par le board. C'était déjà le cas sous Jean-Michel Aulas. Il faut savoir que Jean-Michel Aulas avait une délégation de signature, c'est-à-dire qu'il pouvait signer des transferts sans en référer à John Textor à hauteur de 10 millions. Donc vous imaginez bien quand même que Jean-Michel Aulas dans le club de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même autre chose que David Friot. Donc Textor avait donné 10 millions de limite max à Jean-Michel Aulas. Comment imaginer qu'il donne plus de 30 millions de limite max à Monsieur Friot? Non, je n'y crois pas une seule seconde. Donc pour moi, ce n'est pas le seul fautif, mais c'est infusible. C'est infusible, il prendra ses indemnités, il aura une clause de discrétion. Donc ça va se terminer comme ça, mais pour moi, de toute façon, le responsable, c'est toujours le big boss. Et oui, c'est le big boss. Soit il a nommé les mauvaises personnes, soit il a validé des décisions qui étaient idiotes. Donc pour moi, on ne peut pas se retrancher derrière Friot. Alors on continue avec Menkara Alpha Strike. Est-ce que l'OL n'aurait pas dû laisser entendre publiquement qu'il ne cherchait pas à vendre, vraiment à vendre à tout prix pour avoir plus de marge de manœuvre dans les négos? Personne ne parle du mercato de janvier dans les médias. Je comprends pas exactement ce que tu veux dire. Pour évacuer des joueurs qui auraient pu profiter du début de saison pour se relancer, ça aurait pu faire le job et fondamentalement, ce qui compte, c'est l'année fiscale, parce qu'avec le loft, tu as juste réussi à les démobiliser. Alors je pense que le loft était une erreur. D'ailleurs, les faits le démontrent. Est-ce que l'OL aurait pu laisser entendre publiquement qu'il ne cherchait pas à vendre? Ça a été leur discours dans un premier temps, puisque Friot lui-même avait dit il ne faut pas écouter tout ce qu'on entend dans les médias. Les 100 millions, ce n'est pas l'OL qui a communiqué dessus, c'est l'équipe. L'OL peut démentir, mais après on n'est pas obligé de les croire. De toute façon, bon, il suffit d'étudier les comptes pour voir qu'il fallait vendre de toute façon. Le mercato de janvier dans les médias, là je comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Après, si tu parles du prochain mercato de janvier, oui, il faudra effectivement essayer de sortir des joueurs qu'on n'a pas réussi à sortir, notamment ceux qui vont briller. Je pense à Cacré et à Cherki. S'ils jouent bien, peut-être qu'au mois de janvier, on arrivera à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire cet été. Et effectivement, ça solutionnera ce problème des 100 millions. Bon, je suis pas sûr d'avoir bien répondu à tes questions, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On continue avec Paco Hawk. Ma question plus bas est liée à une possibilité perso, non partagée par des supporters de notre club. La situation actuelle du club, finance douteuse avant mercato d'hiver, début du championnat, loft, DS viré, est de toute façon négative, et rien ne se résout avec un seul homme. Mais pour une mission commando d'optimisation du gros effectif dans 3 compétitions gardant Pierre Sage et son staff, serait-il possible que toi, moi, fasse un audit rapide, ton avis, plus évaluation mentalité supporter OL sur un retour en mission commando de Juni comme DS dans un contexte actuel? Je risque de me faire cartoucher, donc je m'excuse si j'énerve avec cette question. Alors, bon, moi je suis un observateur. Si on me demande mon avis, je le donne, mais je pense que tout ce que je vous dis dans les vidéos est parfaitement connu au club. C'est-à-dire que la situation des finances, évidemment, elle est connue. Il y a des auditeurs, ce qu'on appelle les auditeurs, c'est-à-dire que des entreprises de cette dimension-là ont ce qu'on appelle l'obligation d'avoir des commissaires aux comptes, donc des gens qui sont totalement indépendants et qui donnent leur avis. Donc l'état des finances, il est connu. Il est connu.
Après, mission commando pour Juninho, moi personnellement je ne pense pas, parce que Juninho c'est quelqu'un de trop honnête, de trop entier, et je pense que la manière dont fonctionne l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle, déjà que ça ne se passait pas bien sous Aulas, et il me semble que c'était moins le bordel sous Aulas, on va dire il y avait une chaîne de commandement qui était assez claire. Je pense que Juninho il pourrait pas supporter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, hein. Donc je ne vois pas Aulas Juninho en sauveur. Scorpion, est-il possible d'avoir vraiment un bon directeur sportif à l'OL? J'imagine mal un bon directeur sportif accepter les conditions du poste avec l'interventionnisme du propriétaire, les enjeux liés aux autres clubs du groupe. Un bon directeur sportif risque de ne pas accepter ce genre de conditions et souhaitera avoir les mains libres. C'est pas vraiment une question, mais je suis à 100% d'accord. Alors, Cerbère, salut Teddy. Au mois de janvier, Thiago Almada et Luis Enrique devraient rejoindre l'OL. Avec l'embouteillage de joueurs sur les postes offensifs. Est-ce judicieux, au vu des difficultés qu'on a à dégraisser, de les faire venir? La DNCG ne validera peut-être pas l'augmentation de la masse salariale. Alors oui. Alors moi, je pense que Almada et Luis Enrique vont venir en prêt gratuit. Ou alors vraiment des transferts très faibles, en fait, comme Perry et Adrielson. Et un gros pourcentage à la revente pour Botafogo. La masse salariale pour ces joueurs-là, c'est pas énorme, hein, c'est environ, je pense, 1,5 million à 2 millions chacun. Donc si tu arrives à sortir un ou deux joueurs au mois de janvier, style Benrahma, bah, la masse salariale va pas vraiment augmenter. Donc pour moi, c'est pas tellement un problème. Je pense aussi au départ de Nuama. S'il fait un bon début de saison, là, il aura des clubs qui vont peut-être l'intéresser. Et surtout une augmentation de salaire colossale, faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que quand vous allez en première ligue, non seulement vous allez dans la plus grande ligue du monde, mais en plus vous boostez très nettement votre rémunération et le club perçoit une belle indemnité de transfert. Donc je pense que l'intégration d'Almada et Luis Enrique pour moi n'est pas spécialement un problème, parce que il y a la possibilité de faire partir d'autres joueurs. Par contre, ce qu'on fera peut-être, c'est attendre de faire partir des joueurs pour les faire venir. Mais Almada doit venir. Donc là, c'est plus difficile. Adrien San, bonjour. Aimerais-tu participer à une émission live sur l'OL, TKYDG ou ALZ de Zach Nani? Je pense que tu pourras apporter un plus aux réflexions dans ces émissions sur le plan financier, mais j'ai l'impression que tu ne souhaites pas montrer ton visage sur le net. Ai-je raison ou me trompe-je? Merci pour ta réponse. Alors, si j'étais invité, bien sûr, j'irais, sans aucun problème. En plus, j'apprécie TKYDG. Bon, ALZ, j'ai regardé qu'une seule fois. La semaine dernière, pour tout vous dire, parce que Hugo Guillemet était invité. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai su qu'il était dans l'émission. Sinon je ne regarde pas, mais s'il m'invite, pourquoi pas, hein, ça me pose pas de problème. Montrer mon visage, je l'ai fait 2 fois, pour ceux que ça intéresse. Donc une fois après, j'avais fait une interview d'un supporter au match de Reims-OL la saison passée, et j'avais fait un débrief court après OL Monaco. Donc non, c'est pas que je souhaite pas montrer mon visage, mais si le format s'y prête, pourquoi pas, ça me pose pas tellement de problèmes. J du 06, si un nouveau directeur sportif, crois-tu au retour de Juninho, et s'il devait revenir, penses-tu que ce serait une bonne chose? Alors, je ne pense pas qu'il va revenir parce que la situation est trop compliquée, c'est trop compliqué à gérer, et je pense que la manière de penser de Textor n'est absolument pas compatible avec celle de Juninho. Je pense que si Textor voulait Juninho, et si Juninho voulait venir, je pense qu'il serait déjà là. S'il ne l'est pas, c'est que ce n'est pas faisable. Patrice Darmé, je pense que Friot avait rien à faire à l'OL, vu son comportement et vu qu'il a été viré plusieurs fois. Qu'en penses-tu? Je pense que on se trompe un petit peu en lui mettant tout sur le dos. Sur ce qu'il a fait sur les clubs précédents, je ne sais pas. Je n'ai pas le fin mot d'histoire, je regarde ce qui s'est passé à Lyon, je constate que son mercato d'hiver a permis de nous sauver et d'aller en Coupe d'Europe. Je pense qu'il a évidemment fait des erreurs, mais je pense aussi qu'il sert de fusible tout simplement. Donc je ne suis pas aussi sévère de toute façon que tout le monde avec Friot. Manotsito, est-il possible de trouver, estimer les chiffres d'Eagle Holding Bitco Limited et leur capacité à injecter de l'argent dans Eagle, ou donc à l'Olympique Lyonnais, pour éponger la dette, investir dans le sportif? Alors oui, mais c'est payant. Alors il existe un site qui s'appelle Global Business Registry Info System, GBRIS. Donc voilà, Eagle Football Holding Bitco. Et si tu veux les états financiers, il faut payer 10 €. Donc
comme je n'ai pas envie de les payer, voilà. Mais si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Voilà, bon bah les amis, j'espère que cette FAQ vous aura plu. On va se retrouver évidemment très rapidement pour la reprise de la saison. Si vous avez apprécié la vidéo, merci à tous ceux d'ailleurs qui ont posé des questions. C'était très très intéressant. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.